Mesdames, Messieurs, bonjour. La FQP, Association France Qualité Performance en région PACA, a le plaisir de vous présenter un nouveau webinaire dans le cadre de son programme Entraide. Pour gérer son organisation et améliorer son fonctionnement, il existe des outils. Mais un outil peut-il être universel? Le 8D y prétend. C'est Patrick Fouillol, vice-président FQP PACA pour le 04 et 05, qui va nous faire part de son expérience sur la méthode 8D, acquise entre autres dans le secteur automobile et dans le semi-conducteur. Mais passons d'abord la parole à Jean-Jacques Bonneau, pilote du programme Entraide. Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme Entraide de la FQP PACA. Le webinaire d'aujourd'hui entre dans la catégorie de la qualité pratique. Alors, la qualité pratique, c'est une catégorie de webinaire par laquelle la FQP PACA souhaite apporter à ses adhérents une aide, une assistance à l'amélioration de leur performance, et ceci de manière la plus pratico-pratique possible. Dans ce cadre, le webinaire d'aujourd'hui a pour thème la méthode 8D. Alors, vous connaissez peut-être sans doute les méthodes de résolution de problèmes, mais peut-être que vous connaissez la méthode 8D. En tout cas, notre propos, c'est de vous parler de cette méthode de manière que, comme tout un chacun, vous puissiez viser, vous aussi, vers l'absolu du zéro défaut tout le temps. Cet outil doit venir compléter votre boîte à outils idéalement et faire en sorte, comme le dénonçait Juran, que chacun d'entre nous n'ait pas que un seul outil dans sa boîte, de manière que tous les problèmes n'aient pas la forme d'un coup. Aujourd'hui, pour nous parler de la méthode 8D, un intervenant qui a le gros avantage d'avoir participé à l'introduction et au déploiement de cette méthode, notamment dans le secteur automobile et dans le semi-conducteur, car effectivement, la méthode 8D est une méthode éprouvée par des années de pratique. Donc, Patrick Fouilleul, au passage, est également un des principaux animateurs de la FQP PACA, puisqu'il est le délégué départemental de notre association pour le 04 et les 05. Donc, je passe la parole à Patrick. Patrick, nous t'écoutons, nous sommes tout oui sur tes conseils. Très bien, merci Jean-Jacques. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Souvenez-vous que la dernière fois, je vous avais parlé du 5S. Aujourd'hui, on parle du 8D, donc vous voyez qu'on progresse de façon significative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 8D? Ça vient d'un mot, enfin d'une formule américaine qui est 8 discipline, que nous allons traduire par méthode de résolution de problèmes en 8 étapes. Pour clarifier un certain nombre de choses pendant l'exposé, méthode de résolution de problèmes, ça veut dire quoi et qu'est-ce qu'on met là-dessous? Eh bien là-dessous, sous ce terme générique, je mettrai, et vous m'entendrez de façon indistincte, parler de défaut. Le défaut s'applique à un produit, en particulier à une caractéristique d'un produit. Vous m'entendrez parler de dysfonctionnement, dysfonctionnement d'une organisation, dysfonctionnement d'un processus. Vous m'entendrez parler de non-conformité, où là, on a un aspect contractuel par rapport à un engagement, une spécification. Et puis, dans le domaine médical, et en particulier sur le manuel de certification de la Haute Autorité de Santé, les gens du médical ont retenu événements indésirables. Donc, ne soyez pas surpris si vous voyez que j'utilise les uns ou les autres de ces termes.
Donc, on va démarrer. Je vais enlever les petites photos là qui me gênent. Voilà, j'en ai ça. Ne pas avoir de problème, disait un Japonais, est le plus gros problème qui soit. Je lui laisse la responsabilité. Il est certain que nous, dans cette session, on va consacrer toute notre énergie à éradiquer les problèmes. Alors, ce dessin qui montre un vrai dysfonctionnement et un défaut, je l'aime beaucoup. On peut faire une exégèse importante sur ce petit dessin qui nous rappelle Tintin en Amérique. Ce que je voudrais que vous reteniez, et ça c'est très caractéristique sur ce dessin, les dysfonctionnements, les défauts se produisent généralement aux interfaces de produits, de matériaux, d'organisation. Donc ça, c'est déjà une très bonne piste qu'on va utiliser pendant cet exposé. Alors pourquoi est-ce que FQP-PACA a décidé de utiliser cette méthode et de vous la présenter? Il existe, alors je ne sais pas combien de méthodes il existe, hein, à mon avis plusieurs dizaines. Et pourquoi est-ce qu'on va se préoccuper de cette méthode? Pour différentes raisons. Parce qu'elle est universelle, elle se répand, et on verra pourquoi elle se répand. Elle est contractuelle le plus souvent, elle est complète, elle est paramétrable. Donc on a là une méthode robuste que vous pourrez utiliser, quitte à la faire évoluer. Donc, d'où ça vient, cette méthode 8D? Ça a été créé par Ford Motor Company en 1987 et elle a été ensuite intégrée au référentiel QS9000, qui est un référentiel américain qui a été développé par les trois grands constructeurs, hein, Chrysler, Ford Motor et General Motors. Donc voici les logos. Et alors, tout ceci est arrivé progressivement dans le référentiel ISO à travers une norme qui s'appelle l'ISO TS, donc Technical Specification 16949. Et là, on trouve une des raisons, quand on étudie cette norme, il y a un chapitre qui s'appelle résolution de problèmes, et vous voyez qu'ils nous disent qu'il faut une méthode pour trouver les causes profondes, et si le client vous l'impose, vous devez utiliser cette méthode. Donc, comme l'automobile a choisi l'8D, par pluie fine et par développement viral, eh bien, on voit beaucoup de gens qui utilisent la méthode 8D. Alors, Jean-Jacques disait qu'effectivement, je viens de l'automobile, enfin, j'ai travaillé dans l'automobile, et l'automobile l'a imposé dans un premier temps à ses fournisseurs de premier niveau. Donc, vous voyez que ça fait déjà du monde et ça fait déjà du bruit parce que l'automobile travaille avec un nombre de partenaires extrêmement important. Moi, je l'ai vu donc dans le groupe Renault, hein, dans lequel je travaillais, où je l'ai mis en place. Et puis après, je suis venu en Provence pour travailler dans le semi-conducteur, à l'époque Thomson Semiconducteur. Et j'ai bien sûr développé, puisqu'on fournissait l'industrie automobile, j'ai développé cette méthode. Cette méthode, je l'ai rencontrée après chez Air Liquide, dans Air Liquide Électronique, qui est un fournisseur du semi-conducteur. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a bien une transmission virale. Et c'est pour ça que ça se développe et qu'il est utile de connaître cette méthode. Là, je vais faire un peu de philosophie, je vais prendre un peu de recul. Nous sommes en train de dire qu'il faut combattre le défaut, les dysfonctionnements. Il n'y a que 3 attitudes possibles devant le défaut. Il n'y a que 3 attitudes. On peut le prévenir. Alors ça, c'est idéal. On le prévient, donc il ne se produit pas. On peut le combattre, hein, c'est-à-dire qu'on sait qu'il va exister, mais on fait tout pour l'éradiquer, et puis on peut le subir,
Ça veut dire qu'on ne l'a pas prévenu, on ne l'a pas combattu, on ne l'a pas vu venir et on le prend en pleine figure. Alors dans la catégorie, quand on n'a qu'un marteau dans sa boîte à outils, tous les problèmes ont la forme d'un clou, je vais vous montrer une matrice qui vous permet de voir quelques outils. Alors ce qui est en vert, le prévenir, c'est bien sûr très favorable et je vous conseille de vous diriger plutôt vers ces cases-là. Vous avez au niveau de la conception un certain nombre d'outils. Je ne vais pas tous vous les lire puisque vous les avez sous les yeux. Je retiendrai analyse des modes de défaillance produits. Quand on est en phase d'industrialisation, on a encore beaucoup d'outils qui nous aident et on retrouve l'AMDEC appliqué au processus, l'industrialisation. Ce qu'on a vu la dernière fois sur le 5S, ça peut faire partie de cette prévention. Quand on est dans l'atelier, quand on est dans la réalisation du service ou du produit, on a encore des outils et on voit apparaître les méthodes statistiques. Dans la prévente, vous allez me dire, mais on peut encore faire de la prévention quand le produit est parti, quand on est en la prévente. Donc la réponse est oui, bien sûr, en formant les utilisateurs et puis en ayant des notices d'utilisation très claires qui vont nous mettre à l'abri des défauts qui peuvent arriver. Donc, je continue. Le combattre, bien, on va le faire travailler dans une zone confortable. C'est le but des plans d'expérience. On va homologuer les processus. Et là, quand on est déjà opérationnel, on va voir apparaître, et c'est là qu'on voit apparaître la méthode de résolution de problèmes. Vous voyez que ce n'est pas merveilleux, hein, c'est positionné dans la zone orange, mais c'est déjà très intéressant. En après-vente, et puis malheureusement, la dernière attitude devant le défaut, on n'a rien fait, on n'a rien prévu, et là, on le prend en pleine face, en plein visage, et on va subir à travers des reprises, des retouches, des rebuts, des arrêts de fabrication. Et quand on est chez le client, eh bien là, c'est réclamation, rappel de produits, procès, perte de marché, etc. Donc, pourquoi je vous montre ça? Parce que il y a toute une panoplie d'outils, il faut les utiliser au bon moment. Attitude devant le défaut. On va parler dans cette méthode 8D de quincaillerie, hein, de hardware. Mais il y a une partie aussi importante qui accompagne cette méthode 8D, c'est le soft. Hein. C'est la façon dont on utilise l'outil, dont on le prend. Et là, pour moi, ça a une importance au moins aussi grande que de maîtriser l'outil, que de le dérouler dans une ambiance favorable. Donc, quelques petites phrases. Défaut n'est pas faute, mais opportunité d'amélioration. On vient d'une civilisation judéo-chrétienne où l'aspect du péché est important. On retrouve dans l'industrie, à travers la faute, à travers les défauts, on retrouve un peu cette attitude, et donc qui ne nous aide pas dans ce cas-là. Donc, il faut dire c'est un don que d'avoir une difficulté parce qu'on va pouvoir s'améliorer. Autre point important, personne n'aime le messager porteur de mauvaises nouvelles. Dans une entreprise, quand quelqu'un arrive en disant au patron « nous avons un problème, nous avons livré des produits non conformes, nous avons des problèmes en clientèle », je peux vous dire qu'il est mal reçu. Dans l'Antiquité, le porteur de mauvaises nouvelles qui annonçait qu'on avait perdu une bataille, il était passé par le glaive et il était tué instantanément. Donc on a gardé aussi, et ça c'est difficile de lutter contre, on a gardé cette philosophie de je n'aime pas, ne m'apporter que des bonnes nouvelles. Vous connaissez cette phrase, ne m'apportez pas de problème, apportez-moi des solutions. Donc, le management a un rôle ici considérable. Et puis, bien sûr, on ne cherche pas un coupable, on cherche des solutions. Donc, retenez simplement de cette diapositive que, eh bien, l'aspect managérial, l'aspect communication, l'aspect, comment dire, l'aspect de la direction
dans l'état d'esprit de l'entreprise est aussi important que de dérouler la méthode. Alors, nous y voilà. J'avais fait un petit préambule un peu long. Les 8 étapes de la méthode 8D, bien sûr, qu'on va détailler ultérieurement. Description factuelle du dysfonctionnement. Identification du responsable du traitement et de l'équipe de travail. Traitement temporaire du dysfonctionnement, c'est l'étape 3. Identification des causes racines. Identification des actions correctives. Mise en œuvre du plan d'action. Prévention des récurrences en 7. Et la 8e et dernière étape, capitalisation et félicitations de l'équipe. Donc, on y va. Je vais reprendre chaque étape. Je vais vous donner ce qu'il y a, donc ce que ça veut dire, ce que ça concerne, ce que ça couvre, et puis quelques outils, et puis éventuellement on va dire quelques exemples ou quelques anecdotes qui pourront vous aider à comprendre. Première étape, description factuelle du dysfonctionnement. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir résumer parce qu'on est impliqué, hein, parce qu'on est peut-être impliqué dans le dysfonctionnement. Donc, l'objectivité est importante et on va s'appuyer sur des faits, sur de l'observation, sur des choses concrètes. Donc, on explore le problème et en particulier, il faut répondre aux questions. Quelle est la nature du problème? Quel est l'environnement? Quelles sont ses manifestations? Quelle est la fréquence d'apparition du problème? Et quelles sont les conséquences liées à ce problème? C'est très difficile de définir un problème. Et quand vous demandez aux gens qu'est-ce que vous avez comme problème, la réponse, bon, malheureusement, hein, le problème, c'est qu'on n'a pas de moyens. Bon, d'accord. Deuxième question, mais quel est votre problème? Le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'ordinateurs dans le service. Donc, vous voyez que là, on va répondre dans la description du problème, on va le transformer en solution. Retenons de ça que ce n'est pas facile de décrire factuellement un problème ou une difficulté. Qu'est-ce qu'on a comme outil à notre disposition? Je ne vais pas tous vous les citer, vous les connaissez. On a le QQOQ-PCC, qui, quoi, où, quand, pourquoi, comment, combien. Ça, c'est déjà une bonne base parce qu'on ne risque pas, avec cet outil, d'oublier grand-chose. Donc, je vous le recommande, il est d'une simplicité biblique et il est efficace. On va aller chercher dans l'historique, dans les relevés de données que l'on fait, dans tout ce qu'on a, on va aller chercher des informations qui vont nous permettre de décrire beaucoup mieux à quelle heure, à quelle température ça s'est produit, quel était le client, etc. On a des contrôles, et bien on va les voir dans le résultat des contrôles. Est-ce que les contrôles étaient bons? On va utiliser les données chiffrées, par exemple, qui sont matérialisées dans un histogramme. Vous voyez qu'on a à notre disposition quand même beaucoup d'éléments qu'on utilise peut-être pas souvent, on ne comprend pas toujours pourquoi on nous demande d'enregistrer la température de la salle, ce n'est pas très utile. Le jour où vous avez un problème, on est bien content de voir que ça marche et que c'est fiable. Les cartes de contrôle, alors là on en reparlera, hein, la statistique, ce sont des outils qui peuvent être d'une pertinence assez importante et incroyable. Deuxième étape, identification du responsable du traitement et de l'équipe de travail. Donc, dans le déroulement, qu'est-ce qu'on a? Choisir un responsable du processus 8D, donc un animateur, hein, qui va prendre en charge le suivi du traitement des dysfonctionnements et la mise en œuvre des actions correctives. C'est quelqu'un qui doit avoir à la fois une culture technique, managériale, c'est un animateur, il est formé bien évidemment à la méthode 8D et il est garant qu'on va la suivre de façon correcte. On identifie le client affecté par le problème et on peut évaluer si sa résolution nécessite une équipe ou pas. Hein. Ne déclenchez pas, on le verra, le 8D à tout propos et hors de propos.
je vous dirai quels sont les critères qui peuvent vous dire qu'il est utile de déclencher un 8D. Choisir une équipe de travail parmi les acteurs impliqués, bien sûr. Il est utile de faire appel à un expert ou à plusieurs experts. Un candide. Alors le candide, c'est celui qui n'est pas directement impliqué, mais qui va poser des questions naïves, des questions que les gens qui savent, hein, les sachants, n'osent plus poser parce qu'ils se sentiraient un peu en difficulté de poser la question. Un candide dans le groupe, ça peut aider. Vous savez que dans les brainstorming, on met toujours aussi un candide. Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil? Vous êtes dans un système peut-être déjà structuré, un système de management de la qualité. Donc, vous avez une procédure de traitement des non-conformités, c'est le moment. Vous avez le retour d'expérience. Vous allez travailler en mode projet. Donc, vous avez peut-être besoin d'une lettre de mission ou d'une fiche projet. Voilà. J'ai une question là pour Guy Sepaï qui est en régie. J'aimerais bien, si c'est possible, Guy, avoir ma photo en étiquette là pour voir un petit peu comment on me voit et s'il n'y a pas de problème. Mais j'arrive pas à Pour la l'instant, faire. c'est incompatible avec le partage d'écran, donc je te laisse continuer. Ah bon, d'accord. Si tu peux le mettre, là je te vois très bien et si j'avais l'étiquette comme ça, ce serait super. Bien, excusez-moi pour ce petit intermède technique. Donc, traitement temporaire du dysfonctionnement, ce que les Américains appellent les mesures de containment. Ça veut dire, comme son nom l'indique, on va contenir le défaut pour ne pas qu'il se répande et qu'il mette le feu partout à la prairie. Donc, ça ne va pas régler le problème hein, sur le fond, mais ça va éviter, c'est déjà important, tout de suite que le défaut, le dysfonctionnement se répande. Donc, on va informer le client si le client est concerné. On va éventuellement faire un retour de produit. On va identifier les lots, les pièces qui sont concernées et on va faire un isolement. Donc, on peut également faire une correction du défaut, faire des retouches, envoyer des équipes sur le terrain et malheureusement, je dis malheureusement, mettre en place un contrôle supplémentaire en attendant que le problème soit résolu sur le fond. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi pour nous aider? C'est prévu, je pense, alors si c'est prévu, tant mieux, dans votre procédure de traitement des non-conformités, vous avez peut-être une procédure de rappel. Et alors là, je fais un focus sur la traçabilité. Je peux vous dire que quand on a un gros problème, on est très content d'avoir un système de traçabilité qui fonctionne bien. Donc, j'insiste là-dessus. Ah, on arrive à l'étape 4. Je ne vous cache pas que c'est la plus importante, c'est l'identification des causes racines. On est là dans une enquête policière qui peut être extrêmement difficile. Et pourtant, il faut qu'on trouve les causes réelles, ce qu'on appelle les root causes, les causes racines. C'est vraiment l'étape où on va utiliser toutes les ressources des personnes qui sont dans le groupe de travail. Je dois avouer que c'est quand même l'étape la plus intéressante. Donc, on doit identifier et vérifier les causes profondes à l'origine du problème. Donc, on va classer les causes en groupe, on va rechercher l'origine des causes et on va déterminer les raisons de son apparition. Donc là, pour réussir, il faut faire une recherche exhaustive, il faut s'appuyer sur toutes les données disponibles. Je reviendrai aussi sur cet élément de traitement des données qui me paraît central. Utiliser l'expérience et la compétence du groupe, prendre le temps de tout trouver. On ne peut pas savoir combien ça va durer, cette étape-là. Il faut sortir de l'épure, quelquefois, pour aller chercher les racines beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu penser au début.
donner la parole à chaque membre du groupe et au candidat. Hein. On ne ferme pas d'emblée en disant non, non, ça ne peut pas venir de là, non, non, on écoute, on note et on va en tenir compte. Et ne pas hésiter, bien sûr, à aller sur le terrain. Donc là, je vais vous donner un exemple hein, que j'ai vécu en début de carrière dans le groupe ITT, dans la division éclairage. On faisait des luminaires, on faisait des faux plafonds, et c'était la grande et belle époque de développement de la défense avec construction de buildings, de tours, et on avait eu un marché d'éclairage, faux plafonds, etc. à la défense. Et un jour, on reçoit un coup de téléphone, vos luminaires ont mis le feu à un bureau. Ah! Et puis on reçoit un deuxième coup de téléphone à un autre étage, dans une autre tour, et on se voit, si vous voulez, très rapidement, on se rend compte qu'on a un vrai problème et que c'est sérieux, parce que ça peut déclencher des incendies. Donc on lance le patron à l'époque, vous le savez, le patron qualité d'ITT, c'était Phil Crosby, un des grands de la qualité, qui nous avait déjà pas mal aidé avec des méthodes à l'époque. Et je vais vous donner le résultat parce que l'enquête, elle a duré 4 mois. Elle a été complexe, elle a été multidimensionnelle. En fait, l'origine, la racine profonde, vous allez voir si elle était loin, parce que l'usine était à Clermont-Ferrand, le client était à la Défense à Paris, et l'origine, c'est la ville de Lens, dans le Pas-de-Calais, la ville de Lens, qui était à l'origine de notre défaut, parce qu'ils étaient passés d'une chloration de l'eau de la ville, d'une chloration liquide à une chloration gazeuse, ce qui avait causé des problèmes, puisque les fils émaillés qui étaient utilisés pour bobiner les transformateurs étaient faits dans une tréfilerie qui se trouvait à Lens. Donc, vous voyez, c'est une anecdote, hein, on a souffert, ça nous a... mais ça vous montre que tout est possible. Donc, soyez vigilants. Tant que vous n'avez pas trouvé et démontré que c'est bien la cause racine, il faut encore regarder. Quels sont les outils possibles? Alors, c'est des outils classiques, hein, vous les connaissez, ce n'est pas des outils qu'on sort, des outils exceptionnels, le brainstorming, le diagramme cause-effet, la méthode des 5 pourquoi, le diagramme de Pareto, l'arbre des causes, etc. Je ne vous les cite pas tous, je vous cite les principaux. Ensuite, identification des actions correctives. Alors, une fois qu'on a trouvé là où les causes racines, ça devient quand même beaucoup plus facile hein, de pouvoir regarder où on en est et de trouver les bonnes actions correctives. Donc là, il faut trouver des actions qui empêchent le renouvellement de la conformité. Il faut d'abord, quand on a choisi ou identifié une action corrective, il faut prouver qu'elle va bien éliminer la cause, ce que les Américains appellent kill the root cause, c'est-à-dire tuer la cause racine, arracher les mauvaises herbes. Il faut définir des critères de sélection parce qu'on ne peut pas tout faire dans les actions. Hein. Il y a des problèmes de coût, de délai, de moyens matériels et humains et différents impacts sur le client, etc. Définir si nécessaire d'autres actions parce qu'on va le voir, on ira voir un petit peu autour ce qui se passe et souvent là on a besoin d'experts et on a besoin des gens de la conception, on a besoin des gens des méthodes, on a besoin d'experts techniques. Quels sont les outils à notre disposition pour identifier les actions correctives? On va les choisir, on a le vote pondéré, la matrice de décision, l'analyse statistique des données. Là aussi, je vais faire un petit coup de griffe. Je considère qu'avec les outils modernes informatiques, les capteurs, tout ce qu'on a, on a un nombre fabuleux de données qui sont générées, qui encombrent le cloud. Mais dans la partie analyse de ces données, qu'est-ce qu'on en fait? Plus on en a, j'ai l'impression que moins on les utilise. Et c'est quand même gênant. Bon, je vais vous donner un exemple qu'on est en train de vivre malheureusement en ce moment. Pour la crise du Covid, il y a des données qui arrivent de tous les côtés. Elles sont souvent contradictoires. On ne sait pas effectivement comment les interpréter. Et
et pourtant, c'est pas, on ne manque pas de données. Donc, je vous incite là aussi à trouver des méthodes simples, robustes, pour analyser les données. Vous avez le plan d'expérience, hein, qui est quelque chose d'extrêmement intéressant pour, là aussi, faire fonctionner le produit, le paramètre, la caractéristique sur une zone robuste où on n'est pas en équilibre sur le tranchant d'un rasoir. Donc, c'est un outil plus complexe. Là, je ne vous dirais pas de l'utiliser de façon quotidienne, mais c'est un excellent outil. Et puis, vous avez le retour d'expérience dans votre entreprise. Et puis, vous avez aussi l'étalonnage concurrentiel, hein, qu'on appelle, parce que c'est plus chic et plus riche, qu'on appelle benchmarking. Mais allez voir ce qui se passe ailleurs, allez voir ce qui se passe chez vos concurrents. Est-ce qu'ils ont eu le même problème? Comment ils l'ont résolu? Donc, je crois qu'aujourd'hui, les gens communiquent beaucoup plus facilement que par le passé. On arrive à l'étape 6. Donc, vous voyez qu'on avance. L'étape 6, c'est la mise en œuvre du plan d'action. Le plan d'action, là, on passe en mode projet. Hein, on sait ce qu'on doit faire, on sait quelles sont les actions. Donc, je dirais qu'on va retrouver à cette étape des choses qui sont connues. Hein, donc, c'est un suivi d'action. On formalise le plan d'action, on décrit les actions, on détermine la méthode de suivi, les indicateurs, et puis on va suivre le plan, l'ajuster si nécessaire. Et puis, quand on est à cette étape-là, eh bien, on va commencer à pouvoir supprimer les dispositions de l'étape 3. Hein. Je vous rappelle que l'étape 3, c'était traitement temporaire, donc des actions qu'on a pu mettre, comme des contrôles supplémentaires, des choses comme ça qui coûtent cher, eh bien, on va pouvoir progressivement, il ne faut pas oublier de les enlever, parce que si on les garde, on sera dans une situation difficile et chère. Donc, comme je vous ai dit, rien de miraculeux, gestion de projet, et puis vous avez des procédures du système de management de la qualité, je dirais, qui sont là pour ça, utilisez-les, vous les avez prévus, mettez-les en œuvre. Ah, une étape importante, on ne trouve pas, là je vous fais une petite info, on ne trouve pas cette étape 7 dans toutes les méthodes de résolution de problèmes. Là, on vous dit, vous avez bossé, vous avez trouvé des choses importantes, eh bien, allez voir un petit peu ailleurs, hein, ouvrez les yeux et regardez si sur d'autres produits, si sur d'autres usines, d'autres sites, d'autres services, vous ne pourriez pas retrouver des dysfonctionnements identiques. Donc ça, c'est intéressant parce que vous n'allez pas seulement régler votre problème, mais vous allez anticiper. Et là, vous voyez qu'on passe en mode préventif, parce que sur ces lieux-là, on n'a pas encore eu de dysfonctionnement. On est dans le vrai préventif qui, lui, est toujours, bien évidemment, la meilleure des solutions. Alors, vous allez dire, tiens, mais ça pourrait affecter quel produit, quel processus. On va faire des analyses de risque pour voir si le risque existe. Et puis, on va lancer dans le système d'amélioration classique, cette fois, hein, puisque vous êtes, enfin, je fais l'hypothèse que vous avez un système qualité qui fonctionne, vous allez intégrer ces actions et vous allez avoir des améliorations importantes. Ensuite, on planifie, on met en œuvre. Et puis après, et c'est une chose importante, pour pas que vous soyez piégés, ben on met des alarmes, on met des voyants, on met des indicateurs, on met des petits jingles qui pourraient éventuellement nous alerter si, d'aventure, le défaut pouvait également pointer le bout de son nez sur d'autres endroits, sur d'autres produits. C'est passionnant. Hein. Ce boulot-là, vous avez de la chance. Hein. Je sais que vous êtes presque tous dans l'auditoire des qualiticiens ou des futurs qualiticiens. Je sais qu'il y a des étudiants hein, qui sont parmi nous. C'est un beau métier hein, parce qu'on voit beaucoup de choses, parce qu'on contribue à la sécurisation des process. Moi, je trouve que c'est quand même passionnant de dérouler un 8D parce qu'on arrive toujours, je n'ai pas vu de cas où on puisse, ça peut durer longtemps, hein, mais je n'ai pas vu de cas où on n'arrive pas à régler le problème. Et ça, c'est quand même réconfortant. Si les gens sont autour de la table, sont les bonnes personnes, right people.
Prévention des récurrences, quels sont les outils? Ben là, on retombe sur les outils classiques. On va aller faire des audits pour voir ce qui se passe dans les autres secteurs. On va lancer une analyse de risque avec un outil basique aujourd'hui, qui est l'analyse des modes de défaillance et de leurs causes, qui vous permet de mesurer le risque, c'est-à-dire de lui donner un poids. Et alors, voici arriver les détrompeurs, on en reparlera. Quand vous avez trouvé un détrompeur, un bon détrompeur, alors le défaut devient impossible. Et là, vous avez fait un excellent job. Vous ne pouvez rien faire de mieux contre les défauts, hein, j'entends, que de trouver des pokayoke. Alors, ils peuvent être, on le verra, mécaniques, ils peuvent être intellectuels, ils peuvent être de communication, ils peuvent être... il y a tout un tas de pokayoke. Et là aussi, pourquoi j'aime ça? Parce que tout simplement, on fait appel à la créativité des gens du groupe. Et croyez-moi, quand on les sollicite, souvent on n'est pas déçu. Les cartes de contrôle. Alors là, je vous ai parlé tout à l'heure des statistiques. Je peux vous dire qu'une carte de contrôle qui est quand même un outil robuste, hein, ce n'est pas de la haute statistique, je vous donnerai des exemples si on a le temps, peut être assez renversant pour prévenir des défauts, etc. Donc là, c'est là. Là, vous avez toute une panoplie. Je ne sais pas combien il y a d'outils qualité. Je vais vous dire au pif, comme ça, au doigt mouillé, je vais vous dire il y en a 200, 250. Il faut choisir le bon. Étape 8, last but not least, cette étape-là, on ne sait pas la faire. Enfin, je veux dire, nous. Et c'est un outil, vous avez vu, qui vient des États-Unis. Les États-Unis, dans leur management, sont très friands de la deuxième partie, félicitations de l'équipe. Alors ça, c'est génial, fantastique. On va serrer la main des gens et je crois qu'on est sincère. Donc, vous voyez, c'est quand même important. Donc, on va documenter l'ensemble du processus. Il faut garder la trace de ce que vous avez fait, bien évidemment. Il faut valoriser les équipes pour faciliter le changement. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quantifier les résultats. Regardez, on a réussi à faire passer le taux de défaut de 3% à 3 pour 1000 ou à 3 pour 10 000. Partagez le retour d'expérience, mettre à jour votre système puisque vous avez trouvé des choses, donc il faut faire évoluer les documents en conséquence et puis présenter les résultats en interne et en externe. Donc, vous allez effectivement dans cette étape pouvoir, j'insiste beaucoup, là c'est un exemple, Air Liquide Électronique sur un problème que Robert Sanji, qui est là, a dû connaître malheureusement, où on a eu un problème d'explosion d'un four dans un front-end. Vous avez ici le formulaire, qu'est-ce que c'est? C'est la fiche navette, c'est-à-dire ça vous dit, voilà toutes les étapes. Voilà celles qu'on a franchies, voilà celles qu'on a chantées, pourquoi pas. Voici ce qu'on a eu comme résultat. Gardez la trace, et ce formulaire 8D, il faut que ce soit un bijou, pas plus de 2 pages à mon avis. Vous avez une base de données des retours d'expérience, bravo. Ben, vous allez rentrer tous les éléments que vous avez eus dans cette base de données. Vous n'avez pas de base de données de retour d'expérience, eh bien, créez-en une. C'est vachement important. Affichage pour informer tout le monde, le journal d'entreprise pour expliquer ce qui s'est passé. Et là aussi, valoriser l'équipe qui a travaillé, qui a trouvé. Il faut valoriser ça. Et puis, là, j'en viens à nos amis américains, la célébration, hein, c'est-à-dire on réunit les gens, on fait tomber des confettis du toit, on leur donne des diplômes, enfin c'est extraordinaire. C'est vrai qu'on a plus de mal pour faire ça. Et il faut de toute façon trouver un moyen de récompenser les gens qui ont passé du temps, pas toujours très drôle, des nuits de sommeil pas toujours calmes et tranquilles, donc c'est intéressant. Donc, vous voyez, ce qui est merveilleux, c'est que je vous ai décrit toutes les étapes de la méthode 8D. Alors, quelques conseils. Donc, je ne vous ai peut-être pas convaincu, mais je trouve qu'elle est structurée, efficace pour éliminer les dysfonctionnements. Elle renforce la technicité des participants. Il y a beaucoup d'échanges
on crée une culture d'entreprise autour du produit, autour du processus, autour du fonctionnement. Et ça, c'est capital. Et on travaille beaucoup à l'instauration d'une culture qualité parce qu'on peut faire passer beaucoup de messages managériaux, techniques. Par contre, calmez-vous, keep cool. Il ne faut pas utiliser cette méthode. Jean-Jacques nous disait, quand on n'a qu'un marteau dans sa boîte à outils, tous les problèmes ont la forme d'un clou. Je vais vous dire, moi, encore mieux, n'utilisez pas un marteau pilon pour enfoncer un clou. Donc, cette méthode-là, il faut l'utiliser avec modération, comme l'alcool. Et je vous donne quelques pistes qui peuvent vous dire, oui, là, il faut vraiment que l'on mette en place le 8D. D'abord, quand les clients, les prestataires sont directement impliqués, votre défaut, votre dysfonctionnement a franchi les limites de l'entreprise. Alors là, oui, il y a un problème d'image, il y a un problème de retour. Il faut absolument que vous lanciez un 8D. Le problème est complexe, nouveau. On n'y comprend rien, on n'a jamais vu ça. C'est quand même bizarre. Lancer un 8D. On a une épine dans le pied qui nous fait mal, qui nous empêche de marcher. Ce n'est pas très grave, mais ce défaut revient périodiquement. Par exemple, dans un front-end de semi-conducteur, périodiquement, les alarmes se mettent en route, les portes s'ouvrent et il y a évacuation immédiate du personnel. On n'a pas compris pourquoi. Ça arrive pas souvent, ça arrive 2-3 fois par an, et c'est quand même un peu gênant d'arrêter la fabrication. Donc, je n'ai pas le temps de vous raconter cette anecdote, elle est quand même assez savoureuse. Et puis, les enjeux sont importants pour l'entreprise. On ne peut pas laisser passer ce type de défaut, donc allez-y. Et puis, le nombre d'intervenants dans le processus est élevé. Il y a beaucoup d'interfaces. Je reviens sur cette idée que les défauts se produisent dans les interfaces. Et ça, plus vous avez d'intervenants, plus le processus est complexe, plus il faut utiliser ces méthodes. Résoudre les problèmes, oui, mais. Donc là, je vais un peu vous doucher en vous disant, c'est bien le 8D, mais si on pouvait l'utiliser le moins souvent possible, ce serait mieux. Donc mon patron, là chez ITT, mon patron qualité, disait, toutes les non-conformités sont causées, tout ce qui est causé peut être prévenu. Ça me paraît de bon sens. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'empêchera jamais l'apparition de problèmes. Il faut connaître une bonne méthode. Par contre, si vous avez de l'énergie disponible, il vaut mieux la mettre en amont pour éviter l'apparition et pas pour courir après le problème. Donc, nous avons des outils qui sont efficaces, utilisez-les et mettez en place une véritable culture de la prévention. Et ça, c'est une culture d'entreprise. Je reviens au Pokayoke. Vous voyez ici, au lit du malade, vous distribuez de l'azote, vous distribuez de l'air médical. Ah, je vois apparaître mon effigie en timbre-poste, Guy. C'est bien. Vous avez du vide et vous avez de l'oxygène. Votre patient est en train, après un événement indésirable, de partir, comme on dit. Si vous lui balancez de l'azote au lieu de l'oxygène, vous avez compris ce qui va se passer. Donc là, on a un exemple ultime de Pokayoke. La prévention n'est pas difficile à faire, disait toujours Crosby, elle est difficile à vendre. Je vais vous dire pourquoi. Et ça, j'étais parti un peu sur une philosophie et je vais conclure par une approche un petit peu managériale. Philosophique, c'est un bien gros mot, mais disons une réflexion de fond sur les défauts. Je vous ai déjà parlé du péché originel, je vous ai déjà parlé de l'Antiquité, du porteur de mauvaises nouvelles. Là, on est au cœur du sujet sur le plan culturel. Il y a une dimension culturelle terrible, c'est que la prévention, l'esprit de prévention est très différent en fonction des cultures. Les cultures des pays du Nord sont extrêmement favorables et sont bien câblées pour la prévention. Plus on va vers le Midi, plus on descend vers le Sud, plus on devient fataliste et plus c'est difficile de faire des mesures préventives. Et pourquoi? Parce que c'est culturel, c'est à la grâce de Dieu.
Et c'est très difficile. Il y a une dimension managériale, bien évidemment. La culture de la prévention au plus haut niveau, je vais citer à nouveau l'Air Liquide pour vous dire qu'en matière de sécurité, puisque même combat, qualité-sécurité, je ne fais pas beaucoup de différence, sauf que les dysfonctionnements sont beaucoup plus graves quand on a un accident que peut-être quand on perd 3 points de rendement sur une ligne de fabrication. Donc Air Liquide commence toutes ses réunions par 5 minutes sur la sécurité, les presque accidents, les risques, le résultat des audits. Donc ça, si vous voulez, ça devient une culture. Donc après, toutes les réunions dans le groupe, toutes commencent par ce petit point sécurité. Ensuite, privilégier l'analyse des données. Je vous l'ai dit, je radote, mais bon, prenez ça comme, si vous voulez, comme une idée forte. Les données expliquent tout. Alors, il ne faut pas qu'elles l'expliquent a posteriori. Regardez ce qui s'est passé à Marseille, là, récemment. Moi, ça m'a bluffé parce que ça va tout à fait. Les marins-pompiers qui prélèvent de l'eau des écoulements des eaux usées domestiques, qui mesurent le nombre de virus Covid qu'il y a dans ces eaux usées et qui le suivent au jour le jour. Ils font des analyses, donc c'est multidimensionnel dans différents quartiers, etc. Ils se rendent compte qu'effectivement, il y a une corrélation excellente, je ne dis pas parfaite, presque parfaite, sur ce qu'ils trouvent dans leur analyse avec le constat médical, c'est-à-dire les gens qui sont infectés, les gens qui sont hospitalisés et les décès. Donc, vous voyez, ça me plaît beaucoup. Il y a toujours une petite partie de créativité, de bonne idée de quelqu'un qui va vous trouver un truc génial. Et je vous incite donc à utiliser les données. Elles sont d'une richesse que vous ne pouvez pas imaginer. Bon, mettre en place une mesure objective de l'effort de prévention. On ne sait, comment voulez-vous féliciter quelque chose qui ne va pas se produire? Il n'y a pas eu d'incendie cet été parce qu'on a débroussaillé les forêts. La prévention, c'est débroussailler les forêts. Mais après, comment voulez-vous récompenser les gens qui font que rien ne va se produire? Là, on a un problème. Donc, les coûts relatifs à la qualité, vous allez le voir, c'est une réponse. Et puis, il faut favoriser ça. Donc, plein d'outils, vous avez à votre disposition. Je reviens sur l'AMDEC. Les coûts relatifs à la qualité, vous pouvez mesurer le nombre de pièces de monnaie que vous mettez en prévention et puis celles que vous avez en défaillance interne et que vous payez pour les défaillances externes. Vous allez voir, vous allez être très surpris. Les détrompeurs, les signaux faibles, le retour d'expérience, l'étalonnage concurrentiel. Voilà, donc je pense, Guy, que j'arrive, je suis pas loin de mon affaire et que je vais passer la parole à Guy qui va gérer les questions, qui, je sais, ne manqueront pas d'être nombreuses. Tu reprends la main, Guy? Tout à fait, Patrick. Merci pour cette présentation. Donc, mesdames, messieurs, une fois de plus, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'en ai eu quelques-unes qui me sont venues à l'esprit en attendant que de nombreux participants nous soumettent les leurs. La première, Patrick, c'est est-ce que le 8D est applicable de la même façon dans tous les domaines d'activité à toutes les échelles, ou est-ce que ton expérience amène à considérer qu'il y a des cas de figure qui sont plus adaptés que d'autres? Bon, c'est vrai que ça vient de l'automobile, c'est vrai que ça vient des produits, des défauts, des défaillances, des retours de produits. Donc ça a été fait plus sur un secteur industriel, mais je ne vois pas de raison qui fasse que on ne puisse. Alors, je ne peux pas dire que ça s'applique partout, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir tout exploré, mais je dois dire que c'est un outil, je le qualifie d'universel, oui. Oui. Et Merci. il peut s'appliquer, bien sûr, au service, bien sûr, à la santé. Oui, oui, il est. Et puis sa philosophie et ses outils sont, eux, universels. D'accord. Alors, il y avait une question qui était posée, c'est quel lien tu ferais entre cette méthode et je ne sais plus comment on le prononce, DMAIC et les Six Sigma? Oui, alors, c'est deux choses qui sont effectivement complémentaires. Quand on fait une démarche Six Sigma ou Lean Six Sigma DMAIC,
on met en place des choses et on va travailler pour améliorer, pour fluidifier, pour éviter les stocks, pour gagner. Donc on est dans une démarche de mise en place, de construction, on est dans une démarche projet. Et le 8D, lui, il est tapis dans un coin, il est planqué et il attend qu'il y ait un dysfonctionnement pour, pouf, se jeter sur le dysfonctionnement. Donc, c'est pas incompatible, mais ça n'a rien à voir. C'est pas la même finalité. Et par contre, oui, si quand on met en place le lean management ou le Six Sigma, on a un vrai problème qui sort, et il y en a souvent quand on fait ce genre de projet. Alors là, on change d'outil et on prend l'outil 8D pour résoudre un problème. Mais il n'y a pas de lien direct. D'accord. J'avais une autre question, toujours en attente de celle du public. Tu avais mis le doigt sur la définition de problème. Euh, Selon mon expérience, je ne suis pas un disciple direct de Gransby, mais il me semblait que certains disaient qu'il fallait mettre 80% des neurones sur la définition du problème pour n'avoir plus que 20% à mettre sur la résolution. Quelles astuces tu aurais sur l'identification du problème pour qu'on ne tombe pas sur le on n'a pas ceci, ou on n'a pas de PC, ou on n'a pas, comme tu disais, des C'est formulations de type solution? Oui, donc c'est l'étape que je vous ai décrire, hein, l'étape de description du problème qui est fondamentale. Si cette étape n'est pas bien faite et n'est pas maîtrisée, alors à ce moment-là, le problème ne sera jamais résolu. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, il faut donner une, un point important à la définition du problème pour dire ce que c'est, ce que ce n'est pas le problème, pour dire quand est-ce qu'on pourra dire que ce n'est plus un problème, hein? Parce que c'est toujours pareil. Est-ce qu'on cherche le zéro défaut ou est-ce qu'on dit ben, le rendement de cette ligne est trop faible quand on sera arrivé à 98% par exemple, on estimera qu'il n'y a plus de problème. Parce que les problèmes peuvent être discrets, tout ou rien, ou ils peuvent être, si tu veux, linéaires et progressifs. C'est le cas d'un rendement de fabrication. Si le rendement tombe en dessous de 70%, on déclenche une méthode de résolution de problème. Quand on est revenu à 95%, alors je dis ça, j'en sais rien, bah, on sait qu'on aura beaucoup, beaucoup d'énergie pour aller au-dessus, donc on considère que le problème a disparu. Mais ça, c'est des règles qu'on se fixe, c'est les indicateurs hein, dont je les ai Mm. survolés, mais bon. Mais c'est vrai que, enfin, sur mon expérience aussi, c'est vraiment comment dirais-je, la verbalisation du problème qui est Oui, qui était un point clé. Si c'est mal verbalisé, mal défini, tout le reste, comme tu disais, ne sera jamais résolu, quoi. Alors, je prends d'autres questions. Alors là, une question qui, à mon avis, s'adresse à toi, mais s'adresse aussi aux participants, entre autres ceux qui sont encore dans les études. Cette méthode est-elle enseignée dans les écoles d'ingénieurs? Et là, je pense que je renvoie aussi bien la question aux participants qui pourront nous donner leur réponse là-dessus. Tu en as toi-même une partie? bah, moi, quand je suis intervenu dans certains cursus, que ce soit à l'IMQ, que ce soit dans des masters divers et variés, que ce soit à, à l'IUT de Digne, oui, moi, bien sûr, comme c'était comment dire, des Clio, il fallait qu'on les arme sur une méthode. Donc oui, moi je le faisais parce que je croyais que c'était bien de le faire et je ne sais pas si c'est généralisé, si c'est dans les cursus, si c'est... On ne peut pas faire des études dans le domaine de la qualité, je pense, hein, sans ressortir avec une méthode de résolution de problème, le 8D ou autre. Hein, là aussi, il ne faut pas être trop rigide. Ben, à propos de 8D, Thierry de l'Occitanie nous indique que l'aéronautique par Airbus commence à parler du 9S, tout augmente, c'est-à-dire 8D, mais avec le containment dès le début. Alors, le containment, c'est une notion qui Oui, m'échappe un peu, s'il pouvait nous
préciser? Ça te parle, la notion de containment? Le containment, c'est l'étape où on a dit traitement temporaire du dysfonctionnement, c'est-à-dire tout de suite vérifier que ça n'affecte pas d'autres appareils, si c'est les avions, et il faut réagir tout de suite. Donc, quand on est dans un domaine de très haute sécurité comme l'aviation, ça me paraît une excellente idée de tout de suite penser sécurité et regarder le containment en premier. Oui, ça me va bien. Je ne savais pas, hein, je ne connais pas du tout ce point particulier. Alors, moi, j'avais deux, trois autres réflexions et questions aussi à poser. Alors, l'une déjà que je me permettrais de poser à tous les participants, comme nous sommes plus de 70 personnes, donc très nombreuses, il y en a sans doute qui ont une réponse intéressante à partager avec l'ensemble. Tu parlais de la difficulté culturelle de la célébration, de la Oui, félicitation. Je me permettais de soulever cette question à tout le monde, c'est est-ce que chacun pourrait, dans le chat, partager avec nous des expériences de célébration qu'ils ont vécues ou dont ils font la promotion? Ça me semble être sans doute l'occasion de pouvoir faire un échange de bonnes pratiques sur ce point, parce que des célébrations, il y en a de multiples formes et de multiples contextes. Mais comme tu disais aussi, la prévention, quand on est en prévention, célébrer un non-événement, c'est toute la difficulté. Est-ce que tu peux c'est la peut-être difficulté. approfondir ce point? Ouais, ouais, ouais. Ben, on a eu l'époque en 1984 des cercles de qualité où ça faisait partie du processus. Et c'est vrai qu'à l'époque, les célébrations, elles étaient très importantes. Chez le Sieur, les opératrices on les invitait sur un plateau. Oui, il y avait vraiment cette dimension qui était arrivée. Je pense que ça a un petit peu, ça s'est un petit peu amoindri aujourd'hui. Mais ça dépend de la culture de l'entreprise. Moi, j'ai un client sur Marseille, je ne vous dirai pas lequel, enfin j'avais, qui donnait des places pour aller assister à un match de l'OM avec la famille. Mais je peux vous dire, et attendez, dans la tribune des officiels, hein, des VIP. Donc, pour les gens, c'était la reconnaissance ultime, parce que c'était vraiment pour eux quelque chose d'important, et puis ils pouvaient emmener leur famille, etc. Donc, oui, on peut faire preuve d'imagination pour remercier les gens effectivement, qui ont fait du bon travail. Oui, ton anecdote prouve qu'il faut aussi penser hors de l'entreprise. Il y a d'autres solutions pour féliciter et remercier, pas seulement au sein propre de l'organisation ou de l'entreprise concernée. Absolument, oui. Et moi, il y avait un élément aussi qui me venait à l'esprit quand tu parlais de reconnaissance du non-événement ou du non-incident. Oui, Il me semble qu'il y a une culture, mais peut-être que toi-même ou quelqu'un dans le public pourrait confirmer, qui disait il y a des pays où le médecin est payé en fonction du nombre de personnes en bonne santé et non malades. alors Il y a sans doute un enseignement à tirer de ce genre d'approche. ça c'est la Chine. Mm. Vous payez votre médecin pour qu'il vous maintienne en bonne santé que vous ne tombiez pas malade. Le jour où vous tombez malade, vous ne le payez plus parce qu'il a failli et là, il vous soigne, bien sûr, mais vous ne le payez plus. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, mais tu as raison, c'est un très bon exemple. Oui, Il y a un enseignement à tirer oui, de ce genre de méthode. Et pour rester dans un domaine toujours très général, on est tous concernés, a priori quasiment 7 milliards que nous sommes, ou plus, concernés par une certaine crise sanitaire. Est-ce que tu as un peu creusé le sujet de la différence de comportement, de la différence de culture dans le cas de la crise sanitaire sur cette approche 8D? Parce que je suppose que c'est un des exemples les plus intéressants pour faire une comparaison culturelle.
Oui, donc moi je ne connais que la façon dont ça a été traité en France. J'en sais pas plus, hein. Je suis pas du tout. Je suis comme tout le monde, hein. Je reçois des infos et je les analyse. Je pense qu'il n'y a pas lieu d'être d'une grande fierté sur la façon dont, puisque c'est vrai que c'est un problème, c'est vrai qu'il faut le résoudre, c'est vrai qu'il faut des méthodes. Je suis pas convaincu, ou alors la méthode a été dévoyée, mais je ne pense pas qu'on ait utilisé une méthode rigoureuse pour définir les actions correctives liées à cette infection. Mais ça ne regarde que moi. Je voyais une question très pratico-pratique et concrète qui a failli m'échapper. Où trouver un exemplaire de formulaire 8D renseigné? Ah ben, Je c'est suppose d'une que... confidentialité absolue. Bien Oui. évidemment qu'une entreprise ne va pas vous autoriser à dire j'ai eu un problème, voilà ce que ça m'a coûté, voilà ce que j'ai fait. Il faut faire des études de cas. Et dans ce cas-là, effectivement, on utilise pour la méthode, pour l'apprentissage de la méthode, on fait une étude de cas et on remplit. Alors, le formulaire, je ne pense pas qu'il y en ait de standard que vous pouvez trouver dans le commerce. Moi, j'ai toujours vu des exemples d'entreprises. Hein, je vous en ai montré un. Mais c'est indispensable d'en avoir un. Je ne sais pas si quelqu'un pourra vous en montrer un réel qui a été rempli. C'est vrai que c'est intéressant. Et alors, je continuerai à, malheureusement, dirais-je, monopoliser la parole avec mes questions, mais je vous proposerai de finir par celle-là. Sur le chemin du 8D, quels sont pour toi, selon ton expérience, les gros cailloux à éviter? Bah, je pense qu'il y a un aspect culturel d'abord. Euh, mais par contre, et je l'ai vu, moi j'ai participé, j'ai été impliqué comme directeur qualité dans des rappels de produits aux États-Unis de véhicules, hein. Et là, c'était open bar, c'est-à-dire qu'on a un ennui, il y a des véhicules qu'il faut rappeler, il y a des parcs à reprendre. Et là, on a l'impression que les budgets sortent, on est prêt à dépenser des sommes considérables pour régler le problème. Quand vous êtes dans la phase préventive, où là, vous demandez le millième en montant financier pour faire une prévention, là, c'est pas possible. Disons que oui, vous êtes sûr que ce serait bien de former les gens à la méthode 8D, parce que c'est quand même une. Moi, je crois beaucoup, hein, j'ai essayé de vous le démontrer, au climat dans l'entreprise, au climat. Et moi, j'avais un directeur qualité de Bendix aux États-Unis. Quand je lui ai amené un problème, j'étais tout péteux parce que on est toujours embêté. Georges, on a un problème. Là, je pense qu'on a envoyé des modules d'allumage où on risque d'avoir une difficulté. Et alors lui, il me répondait, fantastique, Patrick. On va apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Il me tapait sur l'épaule comme si je lui avais amené une bonne nouvelle. Et ça n'a pas de prix, quoi. Hmm. Alors, j'hésite plus à apporter des mauvaises nouvelles. Et moi, je vais vous dire quelque chose, je m'engage, je vais vous donner ma vision des choses. Je ne peux pas la démontrer. Si dans une entreprise, les gens étaient totalement transparents, c'est-à-dire pouvaient dire j'ai fait une bêtise ou tiens, je pense que là, on a peut-être fait ceci ou cela, et aller le dire à leur management et que le management l'accueille de façon bienveillante, je peux vous dire mon estimation, mais je ne peux pas la démontrer, 80% des défauts seraient éliminés dans une entreprise. Et je vais vous donner un exemple. Quand j'étais directeur d'usine, donc de l'assemblage électronique, je disais à mes opératrices, je leur disais, je faisais de l'assemblage de composants à l'époque sur des cartes. Hein, je suis un vieux monsieur, quoi. C'était pas des tubes à vide, mais presque, quoi. Et je leur disais, si vous détectez quelque chose qui vous paraît bizarre, anormal, différent, dites-le nous et on regardera. Et donc c'est facile, hein, je démarrais une usine, donc tout était neuf, tout était propre. Et il y a une opératrice un jour qui vient dire à son supérieur,
J'ai l'impression que le condensateur C9 que je mets ici, je ne sais pas ce qu'il y a, mais je le trouve changé, je le trouve différent. Il y a peut-être quelque chose. En régime normal, on dit tais-toi et insère le composant. Hein. On ne te demande pas de nous donner ton avis. Et comme on avait bien introduit on a regardé, on lui a dit, vous avez Cet raison. état d'esprit. Hein? Cet état Pardon? d'esprit. Voilà, ah oui. Et on lui a dit, écoutez, on va regarder, on ne sait pas. On a regardé. Effectivement, le fournisseur de condensateurs avait changé l'enrobage du produit, avait changé la résine. Et donc, on a fait des études pour savoir, on lui a demandé. Il aurait dû nous le dire, hein, ça fait partie de ses engagements. Toute modification sur tel et tel point doit être donnée. Et l'opératrice l'avait vu. Et nous, on n'avait rien vu du tout. Ça aurait été délétère, on a été cuit, quoi. Donc, tous ces capteurs, quelqu'un, quand il y a un défaut, il y a toujours quelqu'un quelque part qui sait. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui sait. Et si on sait collecter ces signaux faibles, alors dans 90% des cas, fausse alerte, mais quand même, vous avez bien fait de nous le dire, on a regardé, tout va bien, il n'y a pas de souci. Donc, non, j'insiste sur l'aspect comportemental, sur l'aspect psychologique, sur l'aspect managérial, c'est clair. Eh bien, merci beaucoup, Patrick, pour ce mot de conclusion. Je vais pouvoir donc repasser la parole au pilote de notre programme, Jean-Jacques Bonneau. Eh bien, merci à tous les deux et merci Patrick pour ce dernier clin d'œil au management et à l'importance du droit à l'erreur que l'on donne au personnel pour fluidifier la communication. Donc, merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Nous allons vous demander en rebouclage de ce webinaire vos appréciations, vos commentaires, vos suggestions d'amélioration et ainsi nous permettre d'aller plus loin et de nous améliorer. Dites-nous et n'hésitez pas notamment à nous dire si notre approche avec ce type de webinaire est suffisamment pratique pour vous. Donc, vous pourrez, dans le cadre de ce questionnaire d'évaluation que nous allons vous demander de remplir, vous pourrez nous dire si vous souhaitez recevoir l'enregistrement de ce webinaire. C'est à votre disposition et il vous appartient de le demander. N'omettez pas dans ce cas de bien vous identifier de manière qu'on sache à qui l'envoyer. Pour finir, nos prochains rendez-vous au mois de décembre, nous aurons 2 webinaires intéressants. L'un sur le document unique. Comment rendre le document unique opérationnel et utile? C'est un webinaire dans la catégorie qualité pratique et qui va notamment travailler sur comment transformer une contrainte en opportunité d'amélioration pour l'entreprise. Le deuxième webinaire est également très intéressant. Lui se situe dans l'ère du temps et il est en quelque part en écho avec, il reboucle avec le message que nous passait il y a quelques instants Patrick sur le management et la permissivité, la confiance. Ce webinaire s'appelle « Investir sur la confiance, quel retour sur investissement ?» et va traiter notamment d'un point très important en matière de management. Quelle est la corrélation? Est-ce qu'il y a une corrélation entre la satisfaction du personnel, le bien-être au travail du personnel et la performance économique et financière de l'organisation? Voilà, j'espère que nous vous retrouverons très nombreux lors de ces prochains webinaires et merci encore d'avoir été présents aujourd'hui. À bientôt et bonne journée.